Les gestes sont minutieux, le travail soigneusement exécuté. Pour la première fois depuis maintenant 16 ans, la case de la chefferie de Nassira à Boulpari est en rénovation. L'initiative ne vient pas des coutumiers, mais bien d'une trentaine de jeunes des tribus de Nassira et Wichambo. C'est une fierté pour nous, parce que plus tard, après c'est nos jeunes à nous, la suite, nos enfants, tout, ils vont voir que voilà, on a fait le travail, eux vont faire par la suite. C'est une bonne chose pour nous, c'est une fierté pour faire la case. Faire montrer à tous les ethnies que nous, notre culture, c'est le travail en tribu, travailler ensemble. Les travaux se déroulent sous les yeux bienveillants de leurs anciens. C'est eux qui donnent les conseils. On va appeler ça des perches. Mais nous, à la langue, c'est chere. C'est chere. Chere, c'est ceux qui sont à l'intérieur, leur travail, c'est de faire passer la perche pour qu'il sorte là, juste au niveau des goualettes. Et celui qui est à l'extérieur, il va me dire, toi, c'est arrivé. Fais, c'est partir. Toi en bas, c'est arriver un peu plus haut pour que la ficelle, elle détache de la perche. Apprendre une technique et apprendre à travailler en communauté. Voici les objectifs de cette journée. Pour les coutumiers, réunir ces jeunes, c'est aussi pour eux un moyen de lutter contre la délinquance. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de délinquance, mais chez nous, ce mot-là n'existait pas en langue. Donc je parlerai plus peut-être du mal-être de notre jeunesse. Et c'est montrer aussi à l'opinion publique qu'on a des jeunes au sein de nos chefferies. Quand il y a un travail à faire, une corvée tribale, ils répondent toujours présents. Parmi les jeunes présents aujourd'hui, ceux qui sont en couple et qui ont des enfants seront choisis par leurs clans respectifs pour occuper l'un des 10 emplacements viabilisés d'un futur lotissement tribal. Et ils parlent déjà de construire des maisons traditionnelles. Vu que maintenant tout le monde parle de la vie chère, la case c'est une bonne chose pour nous parce que tout est gratuit. Donc les poteaux on peut couper à la forêt, la paille c'est dans les plaines, donc on n'a rien à payer. Tout c'est naturel. Voilà, c'est pour ça que il y en a qui n'ont pas les moyens de faire leur maison, tout. La case c'est la seule chose qui est gratuite, que tous nos vies sont faits gratuitement. Donc après c'est bénévolement, pour que chaque personne vienne et donne la main pour faire. Le lotissement verra le jour en 2017. En attendant, les jeunes ont déjà une belle récompense. Voir qu'avec quelques brins de paille, on peut renouer avec la tradition le temps d'une journée. Ces lieux-là, en fait, sont rattachés à la terre. Donc ça répond à une organisation terrestre qui s'applique sur le marin. La dimension culturelle du parc naturel de la mer de Corail. Voici l'intitulé de l'étude qu'a menée Marlène Dégrement pendant 6 mois. Elle présente aujourd'hui pour la première fois les résultats préliminaires de cette étude à la direction de la culture de la province Nord. Face à elle, le comité de gestion du parc naturel de la mer de Corail et les coutumiers de la côte nord-est où elle a principalement mené ses recherches dans la région Haute-Mawap et Païchichemouy. Cette étude s'est faite à la demande du comité de gestion du parc naturel de la mer de Corail avec le soutien de la conservation internationale et la direction du service d'État de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement. Vous êtes doctorante en anthropologie et vous avez mené une étude sur la dimension culturelle du parc naturel de la mer de Corail. Donc pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est votre étude ? Alors en fait, le parc naturel de la mer de Corail, ça couvre un périmètre de 1,3 million de kilomètres carrés. Et bien qu'inhabité, en fait, ce périmètre, il est porteur de sens en fait, pour les populations. Et donc j'ai voulu mettre en évidence ce lien qui existe entre les habitants de la Grande Terre et des îles Loyauté et cet espace marin. Pourquoi avez-vous décidé de faire cette étude-là ?
Alors en fait, lorsque le parc naturel de la mer de Corail a été créé, il y avait déjà des grandes orientations qui ont été édictées, on va dire, dans le cadre de l'analyse stratégique régionale, dont une des grandes orientations qui était mettre l'homme au cœur du projet. Donc l'idée, c'était de savoir comment intégrer en fait une dimension humaine à ce parc, sachant qu'il ne couvre pas des espaces habités, avec très peu d'usage. Et en fin de compte, on s'est rendu compte au cours de la discussion avec le comité de gestion que finalement les espaces marins en Océanie et plus largement dans le Pacifique sont finalement appropriés de manière symbolique, sociale, politique, spirituelle. Quelle personne avez-vous interrogé? Alors en fait, la démarche d'enquête, je me suis basée un petit peu sur la structure, l'organisation sociale déjà coutumière pour d'abord présenter le projet au conseil coutumier, Otmawap et Paichichemuki. Et en fait, c'est eux qui m'ont orientée vers des personnes ressources, vers des conseils de district de manière plus locale, pour identifier en fait les porteurs, les détenteurs et les dépositaires de la tradition orale qui sont eux-mêmes habilités à parler de leurs récifs en fait. Donc on a suivi un petit peu ces chemins-là et j'ai aussi travaillé avec les associations de gestion du patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que structure déjà existante et suffisamment bien organisée et aussi avec une expérience sur la gestion des espaces marins. Quels sont les résultats de cette première étude? Alors la première étude a prouvé que donc c'est une étude exploratoire qui a permis d'abord d'avoir une sorte d'état des lieux de quels sont les liens à l'océan et les types de liens et caractéristiques qui sont significatifs en fait du point de vue culturel. Donc les premiers résultats, c'est d'abord que la toponymie marine en langue est très dense en fait, que les récifs sont jalonnés en fait de noms marqueurs sociaux qui permettent de montrer que le lien terre-mer est très important. Donc ça c'est une des premières conclusions, la continuité entre la terre et la mer, l'organisation qui se prolonge en mer et même au-delà qui va jusqu'aux récifs et aux îles. Là on parle bien des récifs qui sont à l'intérieur du parc naturel. Là on parle des récifs qui sont dans les eaux provinciales mais qui permettent d'ouvrir en fait sur la manière dont ces récifs sont connectés à d'autres îles, à d'autres récifs qui sont situés au sein du périmètre. En fait, on part de la terre, parce que les hommes vivent sur la terre, pour mieux comprendre ce qui se passe en mer. Donc ça commence devant chez soi, et quand on tire un petit peu le fil des toponymes et puis des lieux tabous et des espaces qui ont une importance culturelle, on arrive au périmètre du parc qui est traversé en fait par de multiples réseaux. Au cœur du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie n'est pas isolée des grandes évolutions du monde, qu'elles soient climatiques ou économiques. L'augmentation du transport maritime, les conséquences du changement climatique ou encore les déchets marins deviennent des enjeux pour le pays. En avril 2014, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie crée alors le parc naturel de la mer de Corail. C'est alors la plus grande aire maritime protégée française avec une superficie de 1 291 000 km². Depuis la mise en place de ce parc, les différents acteurs marins et les scientifiques travaillent ensemble sur un plan de gestion de la ressource pour protéger et valoriser cet écosystème exceptionnel. Cette tâche est d'autant plus importante que le lagon calédonien abrite plus d'un tiers des récifs isolés du monde. Les récifs des atolls d'Entrecasteaux, par exemple, situés au nord du pays, sont soumis à une réglementation stricte. La pêche y est interdite et l'accès est réglementé. À l'issue de ce travail, la rédaction définitive de ce plan de gestion fera l'objet d'une consultation publique en novembre qui sera par la suite soumise au gouvernement en 2017. Ces joueurs de volley-ball âgés de 18 ans répètent un geste que l'on appelle la réception. Cela fait 1 heure que ces joueurs répètent le même geste. Décortiquer pour connaître les moindres détails de ce geste, c'est la principale mission des entraîneurs du pôle. Nous sommes à l'Institut australien de sport créé en 1980. Ici se retrouvent les meilleurs sportifs des 8 États australiens, mais aussi des sportifs étrangers qui souhaitent s'entraîner au sein de l'établissement.
Aujourd'hui, Pierre Forest, directeur général de la jeunesse et des sports, est en visite dans l'Institut. Il souhaite que des échanges puissent se faire entre le pays et l'Australie. Le sport permet depuis peu d'étudier les opportunités pour apporter au pays de nouveaux programmes en fonction de la qualité de leurs conditions d'entraînement. Maintenant, il y a des possibilités pour faire bénéficier les autres pays et les autres cultures des infrastructures que nous développons avec les programmes australiens. Voici l'une des 3 piscines de 50 mètres dont dispose l'Institut. En dessous de celle-ci se cache un instrument qui pourrait être utile aux entraîneurs calédoniens. Des caméras. Tous les nageurs sont filmés. Les images sont ensuite visionnées pour déterminer les défauts des mouvements effectués par les nageurs. Chaque ligne d'eau est équipée d'une caméra qui permet de revoir les mouvements et d'analyser les techniques. Ici, vous en avez une dans chacune des lignes. La visite aura duré 1h30. Si Pierre Forest a été impressionné par la structure, il a annoncé que la natation pourrait être la première discipline à bénéficier d'une éventuelle collaboration entre le pays et l'Institut australien des sports. Le bus, normalement, il a été dimensionné pour le nombre de personnes qui vont monter sur l'île. D'accord? Est-ce que vous êtes complet? Bien, Marie, il n'est pas? Marie, elle est là, le père, elle est là. C'est bon. À retenir pour la mine, là, ce que je vais vous prêter, c'est pas un don, je vais vous prêter un gilet haute visibilité et un casque qui sera apporté en permanence. Le gilet haute visibilité, il se porte de cette façon-là. Qui est le premier qui passe? Ceux qui sont équipés, ils se rapprochent du bus. Les mineurs qui tous les matins à 3h15, ils prennent le bus, ce bus-là, ici pour monter sur mine. Voilà, ça vous permet déjà de vous mettre dans l'ambiance de ce que c'est la mine. Donc là, on fait juste un premier arrêt pour vous montrer un chantier en cours d'exploitation en fait, qu'on est en train d'ouvrir. Donc vous voyez déjà un peu les différents types d'engins qu'on utilise. Donc tout là-haut, vous voyez une pelle. Donc c'est une pelle qui fait 120 tonnes. C'est une pelle en butte, donc qui travaille comme ça. Et c'est des pelles qui sont essentiellement utilisées pour aller chercher le minerai. Allez, au dispatch. On va au dispatch, les garçons. Là, le camion, Kathleen, il vient de la pelle 6. Vous êtes passé à côté de la pelle en bas. Ben là, il a été chargé là, il va passer juste en dessous de nous. Là. Il va aller vider là, il cherche quoi? Du minerai. Il va venir vider là, à la trémie. Et voilà, et ça, c'est une verse, par exemple, 6 ans de la terre. Ils vont aller vider sur les verses. Voilà, juste pour dire que c'est moi qui dis tu vas là, tu vas là, tu vas là. C'est moi qui gère les camions. Tu l'imaginais comme ça, une route fantôme? Non, mon projet était plus petit. C'est qu'elle soit plus grand que la roue. Oh, il est très gentil avec. Et puis Mathéo, là, tu te sens comment d'être à côté d'un engin comme ça? Minuscule. C'est la première fois que je viens ici. Et tu trouves que c'est comment? Oui, c'est très grand. Depuis 1979, on a creusé cet énorme trou que vous voyez devant vous, qui en fait le plus gros gisement en une seule pièce de nickel oxydé dans le monde. Là, il y a 20 millions de tonnes de minerais qui sont sortis de ce trou-là, donc du centre de Kawa. Nickel? C'est un peu de plaquage, ouais. La garnierite. Bon, vous allez m'écouter, là, je vais vous expliquer un peu. Nickel, un peu de plaquage. La garnierite. On dit. Ce bougna est cuit dans un four ambulant. Porté sur le dos, il est généralement utilisé par les anciens pour aller à la chasse ou d'une côte à l'autre de la Grande Terre. Fabriqué dans le cadre de la 2e résidence culturelle, organisée à la tribu de Waté à Point-Bout pour les vacances scolaires, ce four peu commun aujourd'hui en intrigue plus d'un. Normalement, il cuit dans le sac à dos le bougna, quoi. Et puis voilà, on mange sur place, après là on fait la pause.
Et vous, quand vous irez à la chasse, vous allez en faire un aussi? J'aimerais bien apprendre, oui, voilà. C'est pour ça que je suis là, pour justement apprendre. Une fois le bougna enfermé dans le sac, il cuira pendant 2 à 3 heures. D'autres recettes et savoirs traditionnels sont transmis ici, comme les boulettes de manioc. Déjà, il faut râper les maniocs, ensuite les bananes mûres, et on rajoute du coco après. Et après, on assaisonne un peu avec du sel. Voilà. L'objectif de la résidence, transmettre le savoir dans la pratique. Une initiative mise en place par la tribu de Waté en partenariat avec les tribus de Néavin et Monéo, 2 tribus de la côte Est qui ont fait le déplacement cette année. Dans ce couloir, avec Ponerewan, nous restons toujours en phase avec l'histoire. Du coup, nous, nos familles, nous ici et l'autre côte, on se retrouve toujours. Donc ce sont les mêmes clans, les mêmes familles. Il y a tous ces échanges-là entre les clans d'Ouï et les clans Baye. Donc rester unis et puis ça permet aussi de se rencontrer. Donc les jeunes de la côte Est et les gens de la côte Ouest de faire ces échanges-là et aussi de se dire que finalement on a un lien quelque part. La résidence culturelle se terminera samedi. En attendant, vous pourrez y retrouver une exposition de Mélanésia 2000, du tressage, de la musique ou encore des danses traditionnelles et bien sûr déguster ce bougna.